Et à un peu plus de 4 mois de la COP21 à Paris, on continue comme chaque week-end cet été de parler environnement et réchauffement climatique. Et aujourd'hui, gros plan sur les conséquences du réchauffement sur les forêts, les régions montagneuses enneigées. Avec vous, Martine Rebeté, vous êtes climatologue à l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage en Suisse, un WSL, mais aussi professeur extraordinaire de climatologie appliquée à l'Université de Neuchâtel. Merci à vous d'être le grand témoin de ce 64 minutes en direct de Genève. D'abord, Martine Rebeté, cela fait des années que vous tirez la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, les conséquences commencent à se faire sentir concrètement, non ? Oui, c'est vrai que c'est une expérience pas extraordinaire dans le sens où ça fait effectivement plus de 20 ans. Je me souviens qu'il y a 21 ans, j'étais dans un débat à la télévision où on expliquait le changement climatique, les conséquences qui allaient arriver, et on espérait ne pas devoir attendre de voir les conséquences concrètes de ce changement pour que des mesures soient prises. Hélas, on est 20 ans plus tard, on n'a pas beaucoup avancé. Et je ne sais toujours pas comment ça va se passer dans les années qui viennent. Quels exemples concrets vous ont choqué dernièrement ? On voit évidemment augmenter la température, on voit, pour nous qui habitons dans les Alpes, le plus évident c'est le recul des glaciers qui est vraiment énorme. C'est aussi les vagues de chaleur, on a toujours eu des vagues de chaleur, mais aujourd'hui les températures sont plus élevées, la durée des vagues de chaleur est plus longue, les sécheresses sont plus durables. Pour ne parler que de quelques conséquences dans nos régions, elles sont multiples. Et puis, évidemment, il y a des conséquences dans des pays qui sont moins équipés d'un point de vue technique, qui ont moins de capacités financières et qui ont encore plus de difficultés pour réagir. On a les preuves aujourd'hui que ces glaciers fondent plus vite qu'avant ? Ah oui, c'est absolument net. Si vous voulez, dans le passé, on a toujours eu du recul des glaciers, mais on avait aussi de l'avance, on avait des périodes où ils avançaient, où ils reculaient. On avait certains glaciers qui avançaient pendant que d'autres reculaient selon la largeur, la longueur du glacier, le volume du glacier. Les réactions étaient évidemment complètement différentes. Aujourd'hui, le recul est massif. Tous les glaciers reculent, tous les glaciers des Alpes et la plupart des glaciers ailleurs. Il y a quelques exceptions qui sont dues à un effet très paradoxal du réchauffement. Dans les régions très froides, lorsque les températures augmentent, vous avez en fait plus d'humidité, plus de précipitations neigeuses, donc il peut arriver que dans le nord, certains glaciers avancent, mais c'est des phénomènes qui sont en réalité à comprendre comme la conséquence du réchauffement aussi, et temporaire bien sûr. On a beaucoup parlé en France dernièrement de la mer de glace, ce glacier alpin situé sur la face nord du Mont Blanc et qui serait en train de disparaître. C'est votre crainte également ? Alors, c'est pas le glacier qui va disparaître le plus prochainement parce que son approvisionnement se fait au-dessus de 4000 mètres. Aujourd'hui, on a une fonte jusqu'à 3000 mètres et un peu plus. Donc, tous les glaciers qui s'approvisionnent à ces altitudes-là, donc dont les sommets ne sont pas beaucoup plus hauts, eux reculent énormément et vont disparaître le plus prochainement. Les glaciers qui sont approvisionnés à plus de 4000 mètres, c'est le cas de la région Mont Blanc en particulier, eux, ils vont rester probablement au-delà de la fin de ce siècle, évidemment sous des formats complètement différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. En termes, sur la fonte justement de ces glaciers, quelles sont les conséquences ? Un glacier qui fond, qu'est-ce que ça fait concrètement ? Bon, alors la première, c'est la disparition d'un élément de notre paysage, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus concrètes, si vous voulez. On peut avoir les problèmes d'approvisionnement en eau. Ça
pourra être le cas dans les Alpes, dans certaines régions en tout cas, qui dépendent de l'eau de fonte des glaciers, mais c'est surtout le cas dans des régions beaucoup plus arides. Je pense aux Andes, à la région de l'Himalaya par exemple, où on a une longue saison sèche, ça fait partie de ce type de climat. Sur plusieurs mois, vous n'avez pas de précipitations et vous avez la fonte des glaciers qui approvisionne des populations très importantes. Donc là, les conséquences aujourd'hui ne se sentent encore pas forcément vraiment puisque on dispose de l'eau de fonte, mais lorsque ces glaciers se seront vraiment réduits ou auront disparu, alors là, on va vers des moments qui seront évidemment très difficiles. Un autre type de conséquences, c'est les moments où vous avez des laves torrentielles parce que le glacier avec forme des lacs par exemple, et vous avez tout à coup une vidange de lac parce que vous avez de la moraine qui est emportée, de la fonte du pergélisol également à l'extérieur du glacier, mais c'est aussi de la glace si vous voulez. Et alors il y a aussi des conséquences économiques, hein. Certains disent que d'ici 30 ans, la Suisse pourrait ne plus être un pays de ski. C'est votre avis également ? Non, à 30 ans, on ne peut pas dire ça, surtout pas pour la Suisse, parce que les conséquences sur l'enneigement, nous les avons analysées, elles sont importantes, mais à des altitudes qui vont monter progressivement. Donc sur 30 ans approximativement, on va avoir un décalage de l'ordre de quelques centaines de mètres pour l'altitude des régions où on peut neiger. Donc ça va être difficile de skier à 1000 mètres d'altitude, ce sera encore possible, mais moins souvent que par le passé. En revanche, tous les domaines skiables qui se situent au-dessus de 1500 et d'autant plus au-dessus de 2000 mètres auront toujours un enneigement équivalent à celui d'aujourd'hui. Il faut aller plus loin dans le temps. Il viendra évidemment, avec le réchauffement qui s'annonce, il viendra un moment où la neige sera extrêmement rare, mais ça prendra plus de temps. Je ne le verrai pas. Toujours à propos de la Suisse, il y a ces prévisions plus optimistes de James Hansen, qui est un scientifique à l'université américaine de Columbia et qui estime que la Suisse sera plutôt épargnée par le réchauffement climatique. C'est votre avis également ? Ou c'est trop optimiste selon vous ? Non, il l'a pas tout à fait dit comme ça, si ma mémoire est bonne. Il a dit que ce serait un bon endroit pour vivre le changement climatique. Et moi, je le comprends. Par rapport, il parlait peut-être à ce moment-là de la montée du niveau des eaux. Évidemment, si on est loin d'une côte, on n'a pas de dégâts. Donc, il visualisait ce pays qui est au centre de l'Europe. Mais moi, je le comprends aussi dans le sens où la Suisse est un pays développé, un pays où la population a un haut niveau de formation, d'éducation, d'information, où on a des techniques qui permettent de faire face au changement climatique. Donc, même si ça va coûter chez nous extrêmement cher, on est quand même mieux à même de faire face aux conséquences du changement climatique que dans un pays comme le Bangladesh. C'est une évidence. Je reviens un peu à la première question que je vous ai posée, mais est-ce que vous n'avez pas une pointe d'agacement aujourd'hui quand vous voyez justement les pays s'adapter au réchauffement climatique alors qu'il aurait été plus simple de réduire les émissions de gaz à effet de serre il y a une vingtaine d'années ? Bon, si ça avait vraiment été simple, on l'aurait fait, probablement. Et puis on a toujours dit qu'il fallait faire les deux choses. Il fallait réduire les gaz à effet de serre et il faudrait inévitablement s'adapter puisque le moment où on pouvait encore prendre des mesures tout à fait sérieuses, il y a 20 ans, on était déjà engagé avec passablement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais les conséquences auraient évidemment été moindres si on avait pu réduire rapidement. Donc on a toujours voulu agir sur les deux plans. L'action en termes d'adaptation est toujours plus nécessaire, mais elle a toujours existé. Merci Martine Rebettet d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes sur TV5 Monde en direct avec nous depuis Genève.